Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, vous le savez, avec iShares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Arnaud Gian, directeur iShares France chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Bon, c'est notre rendez-vous annuel sur ce début d'année 2025 pour répondre aux questions que vous nous avez posées lors des webinaires ou que vous avez posées tout au long de l'année aux experts d'iShares. Vous allez voir, je vous ai préparé une bonne petite moisson de questions. Arnaud, on va commencer peut-être par la toute première, qui est une question simple, une question qui revient souvent. J'aimerais commencer à investir dans les ETF. Quelles sont les erreurs à éviter? Parce qu'on dit souvent que l'investissement en ETF, c'est simple, mais il y a peut-être quand même des choses à savoir avant de se lancer. Très bien, donc on va commencer par le commencement. Je dirais que la première des choses en fait, à garder en tête, c'est vraiment la discipline. Il faut absolument se fixer un objectif. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est vraiment de laisser parler ses émotions. Oui. Aussi de regarder un petit peu ce qu'on connaît de la vie de tous les jours en se disant que les entreprises et les marques que l'on connaît bien sont celles qui vont le mieux performer. Et donc, je dirais que le mot d'ordre, c'est vraiment diversification. Oui. La diversification, c'est vraiment ce concept de pouvoir répartir en fait, le risque sur un portefeuille le plus large possible. Oui. Et en fait, un ETF ou un fonds permet de le faire. Donc, l'ETF, par construction, en fait, est un portefeuille composé de beaucoup d'actions. Donc, quand on prend vraiment, même à l'extrême, les indices mondes et donc les ETF qui suivent des indices mondes, on parle de plus de 1400 valeurs. Donc, on a une diversification qui est, entre guillemets, poussée à l'extrême. Oui. Donc, on ne va pas nécessairement devoir construire un portefeuille avec 20 ETF qui eux-mêmes ont 1000. Oui, c'est ça. Là, on est très diversifié. Là, on est très diversifié. Exactement. Oui. Mais déjà, en fait, de commencer par un ETF qui est assez large et qui, du coup, bénéficie de cette diversification, on va pouvoir réduire le risque de son portefeuille et maximiser, en fait, ce qu'on appelle le couple rendement-risque, c'est-à-dire j'optimise le rendement attendu sur une unité de risque donnée. Donc la diversification, le mot-clé. Et quand je disais discipline, c'est aussi de s'astreindre à investir progressivement dans son portefeuille. Régulièrement. Pour éviter effectivement d'avoir des à-coups. Si on cherchait à investir pour la première fois en peut-être février 2020, juste avant l'épisode du Covid, et si on mettait tout d'un coup, on aurait probablement eu des sueurs froides sur les premières semaines avant que tout ça revienne. Mais donc l'investissement progressif permet de créer de la sérénité aussi et de pouvoir avoir le meilleur retour sur ce portefeuille. Bon, on investit, on diversifie, on investit progressivement, mais dans quoi? Parce que c'est autre question qui revient souvent, l'offre d'ETF, elle est énorme, pléthorique même pourrais-je dire. Comment on fait pour choisir, une fois qu'on a peut-être pris, comme vous l'aviez dit, pour commencer la base, cet ETF sur un indice très large, comment on fait pour en acheter d'autres, pour le dire. Alors, donc je pense que je suis moins bien placé que vous pour faire la promotion de Boursorama et du portail qui permet de naviguer, mais effectivement, il y a déjà des outils qui sont à disposition donc sur Boursorama et d'autres vendeurs pour essayer de cartographier cet univers d'ETF, puisque les ETF, c'est un univers effectivement vaste, composé de toutes ces indices et donc fonds qui permettent d'y accéder. Mais je dirais en l'occurrence que la première chose à définir, c'est l'exposition qu'on souhaite acquérir. Donc, si on parle d'ETF, en raccourci, on parle d'indice. Donc de comprendre en fait quel est l'objectif de performance de cet indice. Donc, si on parle d'un pays, si on parle d'un secteur, si on parle d'une thématique, exactement, ou même d'une classe d'actifs obligataires. Donc c'est de comprendre en fait quelle est la raison économique des entreprises qui composent cet indice. Un deuxième élément qui est assez important, c'est la liquidité. Donc on en parle de temps en temps, mais c'est un critère qui est assez important pour connaître la fiabilité et de la gestion. Oui. Parce que lorsqu'on a beaucoup d'encours, une bonne assise, ça permet en fait d'optimiser les processus de gestion et donc d'améliorer la performance attendue. Et le deuxième critère, c'est aussi la profondeur de marché. Donc, lorsqu'un ETF est important, on le dit liquide, mais ça veut dire que je peux acheter et vendre avec des coûts de transaction qui sont les plus faibles possibles. Les
courtage, on a Bourso Market qui permet de le faire à gratuité. Ouais. Mais aussi, en fait, là, je parle d'un écart de fourchette qui est entre le cours d'achat et le cours de vente. Bon. Et le dernier critère qui est probablement peut-être le plus important, c'est la qualité de la performance par rapport à l'objectif attendu. Encore une fois, ETF dit raccourci, c'est indice. Donc les attentes, c'est de répliquer l'indice le plus fidèlement possible et donc de minimiser l'écart entre la performance de l'indice et celle de mon ETF. Et cet écart, on le mesure avec ce qu'on appelle la tracking difference. À l'intérieur de cet écart, il n'y a pas besoin d'être un expert. Il y a la composante des frais de gestion, il y a la composante d'éventuelles taxes à l'intérieur, de mécanismes de gestion. On n'a pas besoin d'être expert là-dessus. On a juste besoin de regarder performance de l'indice par rapport à la performance de l'ETF et de se dire est-ce qu'il y a un écart qui est assez faible qui est en fait un gage de qualité de l'ETF pour se mettre en confiance sur le choix. Bon, voilà déjà des façons ou en tout cas quelques indications pour bien choisir et pour élargir effectivement les ETF dans lesquels on peut investir. Question qui revient très souvent aussi, c'est un grand classique celle-là. Puis-je investir dans les ETF dans le cadre de mon PEA, le plan d'épargne en action, et si oui, lesquels sont éligibles? Oui. Alors, la réponse est oui, avec un grand oui. Donc, pour rappel, en fait, le plan d'épargne action ne sont éligibles que des valeurs actions, par définition, de la zone euro. Et donc, ce qu'on va retrouver, en fait, en premier lieu, ce seront des ETF dans lesquels les valeurs et donc le portefeuille est composé principalement d'actions de la zone euro, donc il n'y a pas besoin d'être exclusif, mais principalement on va penser effectivement au MSCI France, un indice France, on va penser à l'Eurostock 50 qui est le mélange. Indice large européen. Un large européen, eurozone plus qu'européen. Donc on va retrouver en fait ce type d'exposition et on va également retrouver des ETF de diversification internationale qui donnent en fait un accès économique à un portefeuille beaucoup plus global que la zone euro, mais dans lequel on garde en fait en portefeuille principalement en termes de collatéral, donc vraiment de détention du fonds, des valeurs européennes. Donc ça permet en fait d'avoir dans le portefeuille des valeurs européennes, mais aussi de donner une forme de diversification internationale. Et on pense par exemple au MSCI World, donc à l'indice monde, dans lequel on retrouve des versions qui sont éligibles au PEA. Donc la réponse est oui, et le choix est assez vaste sur cette catégorie. Ouais. Et on rappelle le nom de cet ETF, enfin le iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF pour donner une petite exposition internationale. WPEA pour ceux qui aiment les acronymes. Bon ben voilà, en tout cas le message est passé, en tout cas le nom précis. Autre question un peu liée à celle qu'on vient d'aborder, existe-t-il d'autres enveloppes à travers lesquelles je peux investir en ETF? Oh oui. Oui, effectivement. Le PEA, c'est une enveloppe particulière. On va retrouver effectivement les ETF dans les comptes titres. Les comptes titres, c'est une enveloppe qui n'est pas fiscalement optimisée et donc on va retrouver en fait un choix le plus large possible, quasiment l'intégralité de ce qui est possible de faire, aussi bien des classes d'actifs obligataires, actions mais internationales, non internationales, des matières premières. Donc on va vraiment retrouver un univers le plus vaste possible. Donc sa première catégorie, les comptes titres. On va retrouver effectivement dans le plan épargne retraite, donc le PER. Encore une fois, les ETF, ils sont éligibles au même titre que d'autres supports. Et notamment le PER Bourse-Banque. Et notamment dans le PER Bourse-Banque, le PER Matelas, on va retrouver un ensemble d'ETF assez large et qui permettent de composer effectivement un portefeuille, encore une fois, diversifié, équilibré, agressif ou pas, donc on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec. On va retrouver effectivement dans l'assurance vie. Donc qui dit assurance vie dit unité de compte, mais donc avec un panel assez large, on va retrouver des ETF sous forme de ces fameuses unités de compte. Donc encore une fois, un choix assez large au sein de cette enveloppe fiscale optimisée. Donc voilà. Compte titre non optimisé fiscalement, et ensuite on retrouve tous les registres classiques PEA,
PER, assurance vie, qui sont des enveloppes fiscales. Voilà, on peut en mettre presque partout des ETF. Cette question qui est tombée aussi récemment, vous nous avez beaucoup parlé d'ETF obligataires et d'ETF obligataires à échéance en 2024. Est-ce que cela reste une thématique d'investissement pertinente pour 2025? Alors oui, et à plusieurs titres. Oui. En fait, pour rappeler un petit peu le contexte économique aujourd'hui, surtout en Europe, on est sur une phase de croissance ralentie. On a quand même des moteurs France et Allemagne en Europe qui sont un petit peu grippés. Donc on a une croissance faible. En face de ça, on a une inflation qui était un thème 2022-2023 qui n'est pas encore à sa cible. Certes, on est plus sur le même niveau, mais qui en fait a limité les marges de manœuvre de la... C'est assez compliqué, ça reste compliqué. C'est compliqué, ouais. mais même en Europe, avec le choc énergétique, il y a plein de raisons à cela, ça a limité en fait le champ de manœuvre de la BCE, ce qui en fait permet de maintenir des taux de rendement très attractifs. Donc on va se retrouver en fait avec un potentiel, si on parle par exemple des ETF d'émissions obligataires d'entreprise de bonne qualité. Donc là, on est sur des indices diversifiés avec des noms qu'on connaît très bien en termes d'emprunt et qui permet en fait, sur des horizons de 5 à 12 ans, d'avoir des rendements qui oscillent entre 3 et 3,6%. Donc on est sur quelque chose qui est quand même très attractif. Et donc je le disais en fait à plusieurs titres que ces supports sont intéressants. En format, j'ai envie de dire classique ou daté, parce qu'en plus de ça, il y a un potentiel de voir malgré tout cette fameuse BCE agir à un moment. Et donc, le mécanisme, c'est une baisse en fait des taux directeurs. Donc, on assouplit en fait ce qu'on appelle les conditions financières, qui devraient donc d'abord peser en fait à court terme sur les taux, mais également en fait à long terme, parce que cette partie à long terme, je vous donnais certains niveaux, ce sont des niveaux plus attractifs que ce qu'on avait il y a un mois. Et la raison à cela, c'est qu'ils ont aussi bougé en sympathie de ce qui est en train de se passer aux US, qui est un contexte absolument différent oui. de salles de ambiance. On a quand même une croissance qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus de pression inflationniste, et donc on a vu une courbe et des rendements sur l'euro être peut-être plus attractifs que de raison. Mais donc en tout cas, ça donne ces taux intéressants, et deux, le potentiel de voir un écrasement des taux qui permettrait aux performances de ces fameux ETF obligataires de monter encore plus vite. D'accord. Donc ça reste tout à fait attractif, reste totalement et ça l'est même plus que jamais. Bon ben voilà, les valeurs liées au secteur de l'intelligence artificielle ont tiré la performance des marchés, notamment des marchés américains l'année dernière. Comment puis-je investir dans la thématique de l'avancée technologique? Oui. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Donc vous l'avez dit, on relie très souvent la thématique IA avec les États-Unis. Donc en l'occurrence, j'ai envie de dire, si vous êtes investi sur les États-Unis, vous avez déjà une exposition indirectement assez forte à cette tendance. On va essayer de différencier plusieurs concepts, le concept du secteur et le concept du thème. Donc le secteur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment de cartographier, chaque valeur va rentrer dans une case qui représente le mieux son exposition économique et sa raison d'être. Et donc on va retrouver en fait des valeurs au sein de, par exemple, si on pense au S&P 500, qui sont rattachées au secteur de la technologie. Donc c'est le premier niveau. Au sein de ce secteur de la technologie, le thème de l'IA est très présent, plus que jamais. Déjà la technologie, c'est 30 à 40% maintenant du S&P 500 et l'IA a pris beaucoup de place là-dedans. Donc on va retrouver en fait une exposition encore plus proche du thème de l'IA si on investit sur le secteur de la tech. Après on le différencie en fait à ce qu'on appelle le thème. Pourquoi en fait donc il existe des ETF sur le thème de l'intelligence artificielle dans lesquels on va retrouver des valeurs qui ne sont pas uniquement des valeurs tech. Donc ça peut surprendre, mais en fait, le concept, c'est de dire que les effets de l'intelligence artificielle sont beaucoup plus diffus au travers d'une chaîne de processus dans lesquels on va retrouver des valeurs qui sont à la genèse de ce thème, donc qui sont un petit peu j'ai envie de dire le pétrole, les matières premières. Les matières premières, oui, c'est ça. On pense aux semi-conducteurs. On pense à Nvidia, forcément, un petit peu. On pense un petit peu, voilà. On a le concept des data centers et on a aussi en fait des entreprises qui sont associées à
la production de semi-conducteurs, mais aussi, par exemple, à l'énergie nécessaire pour gérer et refroidir ces data centers, les générer et les refroidir. Et donc, on va retrouver des valeurs qui vont bien au-delà du thème de l'intelligence artificielle et qui permet de diversifier et ne pas, en fait, restreindre et avoir un risque. Toujours un petit peu les mêmes valeurs, hein, finalement. Oui, mais du coup, en fait, sur un secteur lié, si on isole complètement, on a un risque beaucoup plus fort à rattacher en fait à un secteur et à ce qui peut se passer à l'intérieur, alors que si en fait on diffuse et qu'encore une fois on diversifie au travers de cette chaîne de valeur, ça permet vraiment de s'exposer à un thème sans nécessairement avoir le risque associé à un peu ce qu'on appelle idiosyncratique, vraiment refermé au sein de ce petit monde du secteur de la tech qui, on le sait aussi, peut varier en fonction d'un tweet, d'un taux, parce que ce sont des valeurs de croissance. Bien sûr. Et donc on va retrouver en fait des ETF qui permettent de s'exposer au thème de l'IA en particulier et qui vont être beaucoup plus diffus en termes de secteur que le thème de la tech qui donne une exposition indirecte de l'ordre de 50% de leurs composants. Bon, là aussi, c'est tous ces produits, tous ces ETF à retrouver sur le site de Boursorama, notamment, ou le site d'ailleurs d'iShares. On a forcément eu beaucoup de questions sur les thématiques d'investissement, mais il y a aussi des investisseurs qui disent, tiens, en investissant dans un ETF iShares, je délègue mon droit de vote. Question qu'on n'aborde pas si souvent et qui pourtant est revenue cette année. Comment puis-je vérifier ce qui en est fait ? Alors oui, c'est effectivement dans la pratique ce qui est fait, c'est-à-dire que lorsque vous achetez un ETF, le détenteur des entreprises à l'intérieur de cet ETF et de ce fonds et la société de gestion de tête, donc en l'occurrence BlackRock, qui affiche en transparence proactivement ses politiques d'engagement auprès des entreprises. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde indiciel, on a un engagement qui est extrêmement proche en fait, de l'actionnariat, pour une raison simple, c'est que par construction, lorsqu'on va répliquer un indice, on va être aux côtés de l'entreprise sur du très long terme. Il n'y a pas plus long terme qu'un ETF, surtout dans des indices très globaux, parce qu'en fait, on ne peut pas se dessaisir et prendre la décision de dire je suis en désaccord avec votre pratique, du coup, je menace de vendre. On n'est pas dans la menace et on est dans un accompagnement vraiment au long cours. Sur du très long terme. Ce qui veut dire que notre désaccord qu'on affiche en fonction du politique qu'on a exprimé en rapport notamment à l'ESG, on la donne, on l'exprime en assemblée générale et en fait on va les agacer tous les ans jusqu'à obtenir gain de cause. D'accord. Parce qu'on est vraiment dans cette logique de récurrence et de long terme. Donc ça c'est ce que j'ai envie de dire en termes de transparence avant même d'engager avec les entreprises. Et en plus de ça, on va publier un rapport et un bulletin de vote très régulièrement, notamment annuel. Vous voyez un récapitulatif de ce qui s'est passé sur l'année. On va être à peu près rentré dans la phase de publication et donc qui vous permet au travers sur le site de voir en fait les pratiques de vote qui ont pu être faites sur tous les entreprises. Donc ça c'est consultable en ligne. Exactement. Bon, très intéressant. Et on va terminer par cette question. J'espère qu'elle ne préfigure pas ce qui nous attend pour cette année, mais quelqu'un nous dit, voilà, je suis très content de la performance de mon portefeuille d'ETF. Que devrais-je faire si tout venait à s'effondrer demain ? On n'en est pas là, déjà, première chose, mais cette question de la valorisation des marchés qui est posée, notamment américain, qui est posée peut-être en creux dans cette question d'un internaute. Oui, on parle en fait d'un concept en finance qui est en fait le maximum perte attendue, donc en anglais, anglicisme, on parle de drawdown. Donc effectivement, ce n'est pas le scénario central, notamment sur 2025, mais effectivement, il faut toujours mesurer ces risques. En fait, ici, je vais juste rappeler l'histoire, puisqu'on a plusieurs événements dans lesquels on a eu une forte volatilité. En général, quand on associe volatilité, on pense à baisse, donc c'est la volatilité monte dans des marchés baissiers, et il est vrai en fait qu'on baisse beaucoup plus vite qu'on ne monte. Donc ça c'est un mécanisme, ça l'histoire nous le rappelle assez régulièrement. Le dernier épisode en date, c'est le Covid par exemple, on a eu aussi la Russie, mais on va prendre le Covid par exemple, où on a eu effectivement une baisse de l'ordre de 40-50%. Sur quelques séances boursières et donc les marchés se sont affolés. Et donc pour rappeler, on a
récupérer en fait la phase baissière dans un horizon qui était assez court au final, à l'espace de quelques mois. Donc on a baissé, on va dire, sur 1 ou 2 semaines et on les a récupérés sur quelques mois. La pire chose à faire, c'est effectivement de paniquer et de vendre au moment où on a baissé. Donc c'est facile à dire a posteriori. Oui. Et quand on est dans la tourmente, c'est plus difficile. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on investit, on s'astreint encore une fois à une discipline sur un horizon de placement. Et en fait, cet horizon de placement donne logiquement suffisamment de temps à la récupération de cette performance, puisque le temps joue avec nous en finance. Le risque est rémunéré. Si on a un horizon de temps de placement qui est court, on va préférer des actifs dans le rendement, qui sont plutôt des actifs obligataires, dans lesquels le risque d'effondrement est beaucoup plus faible. Et donc, à ce moment-là, on aura limité la casse et on pourra faire son retrait si on estime qu'on a peur, mais sur une perte qui est beaucoup moindre. Si on investit sur des actions et qu'on est dans cette phase de stress dans laquelle on a perdu 30 ou 40%, en général, c'est qu'on a encore du temps devant soi qu'on s'était accordé au moment de l'investissement, et donc il vaut mieux faire confiance. Comme vous l'avez dit Arnaud, tout ce qui a été enregistré au moment du choc Covid a été récupéré et bien plus par les marchés par la suite. Donc démonstration de votre réponse. Et puis de toute façon, si vous voulez voir le scénario économique de BlackRock pour l'année 2025, je vous invite à retrouver la vidéo avec Henri Chabadel. On la mettra en lien de ce 100% ETF. On explique ce qui nous attend sur cette année, notamment sur les marchés. En tout cas, de quoi commencer sereinement son investissement en ETF ou même se perfectionner sur le sujet. Merci beaucoup Arnaud pour ces réponses éclairées et éclairantes. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.